Il y a 2 milliards d'années, une météorite géante s'écrasait sur la Terre et libérait une énergie capable de vaporiser la roche. Ne restait qu'un site totalement dévasté et ses multiples répercussions sur l'Afrique. Mais au fil du temps, la vie reprit ses droits sur ces terres arides. Et aujourd'hui, le passé du cratère est presque oublié. Ce paysage créé il y a tant d'années est devenu un refuge pour la faune et la flore exceptionnelle du dôme du Vredefort. Les prairies du plateau intérieur de l'Afrique du Sud abritent une merveille méconnue. Avec ses 300 km de largeur et ses 10 km de profondeur, le cratère de Vredefort est chargé d'histoire. Il est né de la collision d'une météorite géante avec la Terre lors d'un des chocs les plus violents subis par notre planète. On estime que l'énorme masse rocheuse devait faire 10 km de diamètre et se déplacer à une vitesse de 72 000 km/h. Au fil du temps, les cicatrices du cratère se sont refermées. Et la vie est revenue sur ces terres dévastées. Elle a même prospéré. Les marques de l'impact ne sont plus visibles que du ciel. Au centre de la collision, s'est créé le dôme de Vredefort. Ces roches ancestrales sont désormais entourées de prairies fertiles. Des rivières et des zones humides permettent à la vie de s'épanouir. Aujourd'hui, le dôme de Vredefort est le point culminant de ce paysage. Aux alentours, les prairies aux herbes ondoyantes révèlent parfois l'histoire du cratère. De gros rochers ronds en granit, imbriqués dans une couche noire et lisse d'obsidienne, témoignent de la force colossale de l'impact qui liquéfia les roches. Les affleurements servirent parfois de support à l'expression des tout premiers artistes. Des gravures ancestrales faites par des bushmen qui s'abritaient là attestent de la richesse de la faune et de la flore. Le cratère de Vredefort semble avoir joué un rôle déterminant dans l'évolution humaine. Certains pensent même que sans les changements majeurs en termes d'évolution liés à cet impact, nous ne serions pas là aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, ce cratère nous a fourni un abri, de la nourriture et parfois même la fortune. Ces tunnels ont été creusés il y a des décennies par des chercheurs d'or.
Le choc de la météorite a fracturé la roche en profondeur, repoussant les réserves d'or de l'Afrique du Sud loin sous la surface. L'or fut ainsi préservé de l'érosion et permit à l'Afrique du Sud de devenir le premier exportateur mondial de ce métal précieux. Devenus improductifs, ces tunnels ont été abandonnés et sont devenus des abris. Des rhinolophes s'y sont installés. Ces chauves-souris se nourrissent d'insectes qu'elles attrapent au vol la nuit. Elles ne sont pas les seules à se réfugier dans ces tunnels. Le crapaud cavernicole s'abrite aussi dans leur pénombre. Même dans les profondeurs de la montagne, la vie s'épanouit. La géographie et la végétation unique du dôme de Vredefort en font un endroit privilégié pour la faune et la flore. Les herbages sont majoritaires sur le plateau intérieur de l'Afrique du Sud. À cet endroit, les anciennes montagnes forment des îlots, où prolifèrent des espèces qu'on ne trouve pas habituellement dans les grands espaces. Sur le versant de la montagne, un couple de traquets à ventre roux chante. Ces oiseaux territoriaux défendent une partie du versant. Et ce couple a une bonne raison d'être méfiant. Il protège de nouveaux arrivants. Leurs oisillons commencent juste à découvrir la vie hors du nid. Les collines favorisent la croissance de plantes à fleurs et d'arbres qui attirent d'autres habitants, comme les capricornes ou les koudous. Ces majestueuses antilopes se nourrissent de feuilles d'arbres et de buissons. Rarement présentes dans les herbages, elles sont attirées ici par la nourriture. Elles ne sont pas les seules à quitter les plaines plus basses. Avec leurs 5 mètres de haut, les girafes ont accès au meilleur de la canopée. Pouvoir atteindre toutes les feuilles d'un arbre leur donne un avantage certain quand les ressources diminuent. La végétation de la montagne convient autant aux plus imposantes qu'aux plus petites des créatures. Les hannetons se nourrissent en passant de fleur en fleur. Chemin faisant, ils transportent le pollen et pollinisent ainsi les plantes. Et tout le monde est gagnant, les fleurs comme les hannetons. Mais les hannetons cherchent un repas plus copieux. Et par ici, c'est facile à trouver. Les fleurs de la Protea repens sont réputées pour leur abondant nectar sucré. Et ce ne sont pas les hannetons qui nous contrediront. Cette plante n'est pas seulement une source de nourriture pour les insectes. Elle participe à un échange exceptionnel. Sur ces tiges à l'écorce dure pousse un gui parasite. Il pousse directement sur la protéa, tirant ses nutriments de son hôte. Mais le gui est lui aussi une plante hôte.
La chenille du papillon saphir ne vit que sur les feuilles du gui de la protéa. Et elle s'en nourrit jusqu'à ce qu'elle soit prête à entamer sa métamorphose. D'ici 2 à 3 semaines, cette humble chenille va se transformer en magnifique papillon saphir. Ce papillon n'est rien sans le gui de la protéa. Sans lui, il ne pourrait survivre. Si on trouve le papillon saphir ici au dôme de Vredefort, c'est grâce à cet environnement très particulier, créé par l'impact d'une météorite il y a bien longtemps. Plus d'une centaine d'espèces de papillons vit aujourd'hui sur ces 300 km². C'est 2 fois plus que dans tout le Royaume-Uni. Et ils ne vivent pas ici que pour les plantes hôtes. La sélection sexuelle de beaucoup de papillons s'appuie sur un comportement particulier. Les mâles volent très haut dans la montagne et vont se poser en évidence. Puis, ils attendent qu'une femelle passe. À ce moment-là, le mâle se lance dans un ballet de séduction. Voler jusqu'au sommet d'une colline démontre ses capacités physiques et en fait un partenaire de choix. Ces montagnes procurent nourriture et abri à tout un éventail d'animaux parfaitement adaptés à cet écosystème unique. L'un des plus grands fleuves d'Afrique du Sud sillonne le cratère de Vredefort. Cette source d'eau vitale, c'est le Vaal. Il chemine sur plus de 1000 km vers l'ouest pour aller se jeter dans l'océan Atlantique. Son cours passe à travers le cratère, fournissant un habitat naturel à un certain nombre d'animaux. Les ibis sacrés se lèvent tôt et profitent au maximum de la rivière. Le groupe sonde la boue à la recherche de crabes, de vers, de grenouilles et de toute autre proie disponible. Plus tard dans la journée, ils iront chasser dans les herbages. Le fleuve attire toutes sortes d'oiseaux. Des hoche-queues au canard à bec jaune. Un varan du Nil profite du soleil matinal. Il fait 1 mètre de long, la moitié seulement de sa taille adulte. Animal à sang froid, ce reptile a besoin de se réchauffer au soleil afin de pouvoir aller chasser. Le plein d'énergie fait, il part à la recherche de son déjeuner. Entouré de prédateurs, le Maali à sourcils blancs ne veut prendre aucun risque. Il construit son nid dans les branches les plus hautes d'un arbre épineux.
Dans cette région couverte d'herbe, il lui est impossible de manquer de matériel. Mais le Maali se montre très exigeant. En effet, son nid lui servira à attirer un partenaire. Deux entrées permettent au Maali de fuir rapidement si un prédateur trouve son nid. Néanmoins, une fois qu'il se sera accouplé et que la femelle aura pondu, il refermera une des deux issues pour mieux les protéger. Un cardinal rouge mâle parade également. Lui ne compte pas uniquement sur ses talents de bricoleur. Pendant la saison des amours, ses plumes deviennent rouge vif pour attirer les femelles. S'il a du succès, il pourra s'accoupler avec 8 femelles en une seule saison. Tout au long de la journée, de nombreuses espèces se rendent à la rivière. Mais toutes n'y vont pas pour se nourrir. Les libellules s'accouplent sur les eaux stagnantes. Le mâle dispose d'appendices sur la queue avec lesquels il maintient la femelle, souvent pendant plus d'1 heure. Ces appendices s'insèrent parfaitement dans des dépressions situées à l'arrière de la tête de la femelle. Chaque espèce a son propre système d'attache. Une fois l'accouplement terminé, le mâle a encore du travail. La femelle commence à pondre et le mâle reste fermement accroché. S'il partait, un autre mâle enlèverait le sperme et s'accouplerait avec la femelle. Il reste donc attaché à elle jusqu'à ce qu'elle ait fini de pondre. Ces os sont utiles à diverses formes de vie. Le héron Goliath est le plus grand des hérons et il lui faut une grande quantité de nourriture, ce qui ne l'empêche pas d'être très sélectif. Il passe jusqu'à 75% de son temps immobile à attendre qu'une proie à sa convenance passe à sa portée. Sous le brûlant soleil d'Afrique, ces oiseaux ne régulent pas leur température par la sudation. Ils ont développé une technique appelée palpitation gutturale, qui s'apparente au halètement des chiens. Ils se rafraîchissent en agitant rapidement l'air dans une poche située dans leur gorge et riche en vaisseaux sanguins. Le Vaal est un élément primordial du paysage du Vredefort. Il fournit l'eau indispensable à la vie. Il suit vers l'ouest son long chemin jusqu'à la mer, à travers les prairies du Highveld. Durant les mois d'été, les herbages tout autour du cratère de Vredefort s'animent. Les pluies sont tombées et la nature renaît.
les plaines herbeuses, qui sont restées endormies pendant l'hiver froid et sec, se réveillent. Et les animaux retrouvent leur vivacité. À première vue, ces herbages sont plats et uniformes. Mais ils abritent des espèces variées et uniques. Un euplecte à longue queue mâle cherche à s'accoupler. En traînant son énorme queue derrière lui, il fait étalage de sa force. Les mâles sont territoriaux. Ils se posent en hauteur pour signaler leur présence. Avant de prendre leur envol pour parader. Les plumes de leur queue peuvent atteindre 50 cm de long et elles forment une traîne derrière eux quand ils survolent leur territoire. Certes, sa queue est encombrante, mais ses efforts vont sûrement payer. S'il a du succès, il parviendra à s'accoupler avec 5 femelles au cours de l'été. Ces herbages accueillent aussi bien l'étrange que le merveilleux. Le rhinocéros blanc est le plus gros herbivore du monde et le plus gros animal à se nourrir exclusivement d'herbes. Les jeunes pousses de l'été, très nutritives, changent son repas en festin. Dans les plaines, les animaux profitent de cette éclosion de vie. Les serpentaires utilisent leurs pattes comme des armes pour tuer en les piétinant des proies de bonne taille, y compris des serpents venimeux. Ce couple semble particulièrement affairé. Avec 2 bouches à nourrir, ils ont du pain sur la planche. Une famille de chiens de prairie ne perd pas les serpentaires de vue. Leurs petits peuvent devenir des proies de choix pour ces prédateurs. Heureusement pour les oisillons, ils naissent à un moment d'abondance. Pour la femelle rhinocéros et son petit, les herbages ne présentent que peu de danger. Dans la nature, les adultes sont pratiquement invincibles. Ils ont des cornes acérées et une peau très épaisse, trop dure pour la plupart des prédateurs. Mais les petits sont plus vulnérables. Leur mère les surveille de près tant qu'ils ne sont pas assez grands pour se défendre seuls. Pour des espèces plus petites, ces grands espaces peuvent poser problème. Elles y sont exposées aux prédateurs. Les chiens de prairie se sont adaptés aux dangers des herbages en construisant des terriers souterrains. Mais quand aucun prédateur n'est dans les parages, ils refont surface.
Ces animaux extrêmement sociables vivent en groupe pouvant compter jusqu'à 19 individus. Ce qui explique l'importance des activités sociales quotidiennes. Les mâles vivent à part et ne rejoignent les femelles qu'en période d'accouplement. Le reste du temps, les femelles dominantes vivent avec 9 jeunes au maximum, ainsi que les progénitures de toutes les femelles. Quand la nourriture est abondante et que les prédateurs sont loin, la vie de famille est paisible. Un autre fouisseur exceptionnel a choisi de vivre sous ces vertes prairies. Il s'agit d'un lézard géant couvert d'écailles, appelé le cordile géant. Il est le seul zoonure à créer un terrier. Les autres lézards vivent sur ou dans les rochers. Mais ici, dans ces herbages, les abris en pierre convenables sont rares. Ainsi, si un prédateur attaque, ce lézard s'enfonce sous terre. Tout près, un faucon de l'amour chasse. Quand on vit dans les herbages, il est important de savoir reconnaître ce qui représente un danger et ce qui n'en représente pas. Et ce faucon de l'amour se nourrit presque exclusivement de scarabées, sauterelles et autres petits insectes. Ces insectes pullulent dans les herbages. Cette nourriture abondante permet à un nombre remarquablement grand de faucons de vivre ici. Pour ce couple de serpentaires, la vie est plus difficile. Ils ont besoin de proies plus grosses et plus nombreuses. Les oisillons ont de plus en plus besoin de nourriture. Mais leurs parents devront attendre encore 2 mois avant de les voir arpenter seuls les herbages et de pouvoir reprendre une vie normale. Chercher de la nourriture représente une part essentielle de la vie animale. Une espèce a développé une façon particulière de subvenir à ses besoins. Après la pluie, les papillons se rassemblent autour des flaques d'eau. Une fois qu'ils ont bu tout leur saoul, il se passe une chose surprenante. Ils excrètent un liquide. Cette méthode permet aux papillons de filtrer l'eau. Ils absorbent ainsi les nutriments vitaux sans avoir à stocker tout le liquide. Différents insectes utilisent aussi cette méthode pour obtenir l'humidité et les nutriments dont ils ont besoin. Là où on voit beaucoup de papillons, il y a aussi beaucoup de chenilles. Et celles-ci sont en danger dès le premier jour. Mais les chenilles ont développé de nombreuses stratégies pour éviter de se faire manger. Certaines se cachent, d'autres affrontent l'ennemi. Celles-ci ont de longs poils fibreux qui leur permettent d'infliger des piqûres pénibles aux intrus. D'autres comptent sur leurs plantes hôtes pour les protéger. Ainsi, la Biblia ilitia se nourrit d'épines qui repoussent les prédateurs. Le papillon monarque a élevé l'utilisation du poison en art. Pendant sa métamorphose,
sa chenille stocke dans ses tissus les toxines de sa plante hôte. Et les papillons adultes sont aussi immangeables que les chenilles. Cela fonctionne tellement bien pour les monarques que d'autres papillons les imitent. Même s'ils ne sont pas toxiques, les prédateurs le pensent et les évitent. Dans la nature, les rapports prédateur-proie sont source d'évolution. Une famille de suricates fait le guet. Les suricates vivent en groupes familiaux composés d'une femelle dominante, de son mâle, et de plusieurs générations de petits. En période d'abondance, un groupe peut compter jusqu'à 30 individus. Plus la famille est nombreuse, plus il y a de paires d'yeux pour repérer les prédateurs. Au moindre signe de danger, ils se mettent à l'abri dans leur terrier. Mais parfois, ils décident d'affronter le danger, même si cette imposante autruche n'en représente aucun. Les herbages du cratère de Vredefort sont parsemés de marécages et de cuvettes. La présence permanente d'eau attire les animaux des alentours. L'eau est toujours synonyme de vie. La grenouille xénope du Cap se régale d'insectes de surface. Même si la vie est disséminée tout autour du cratère, que ce soit dans les montagnes, les rivières ou les marécages, la plupart des animaux se trouvent dans les herbages. Les plaines accueillent les animaux brouteurs. Les gnous noirs vivent en groupes de femelles et de jeunes qui se déplacent sur les territoires des mâles adultes. Pendant la saison des amours, les mâles regroupent les femelles en harem sur leur territoire, avec la ferme intention de s'accoupler avec chacune d'elles. Mais pour cela, ils doivent les surveiller étroitement. Au XIXe siècle, les gnous noirs étaient au bord de l'extinction. En 1870 et 1871 seulement, les peaux de près de 500 000 gnous noirs, blessboks et zèbres furent exportés depuis le port de Durban. Avant cette chasse à outrance, ces trois espèces étaient les plus nombreuses, avec les springboks, dans les prairies d'Afrique du Sud, formant des troupeaux de milliers d'individus. Désormais, on ne les trouve plus que dans des poches disséminées entre les immenses terres agricoles. Malgré l'apparente abondance de nourriture, beaucoup de ces herbes hautes sont fibreuses et peu nutritives. Les animaux dont elles constituent le régime alimentaire sont parvenus à s'adapter à ce piètre fourrage. Les blessboks sont exclusivement brouteurs. Ils sélectionnent les herbes qu'ils mangent selon les nutriments qu'elles contiennent. Pour assurer leur survie, les springboks complémentent leur alimentation avec toutes sortes d'herbes succulentes et de buissons.
Il existe un autre herbivore plein de ressources. Le buffle. Essentiellement brouteur, il mange toutes sortes d'herbes. Les buffles mâchent, avalent, régurgitent et mâchent à nouveau l'herbe pour en casser la cellulose. Afin de tirer le maximum de leur repas. On trouve souvent des zèbres et des gnous au même endroit, car il y a peu de concurrence entre eux. Les zèbres ont développé un système digestif qui est expert dans l'extraction des nutriments et des protéines des herbes fibreuses. Ils dégagent ainsi des zones dans lesquelles vont pouvoir pousser des herbes plus petites et plus tendres que les gnous peuvent manger. Dans ces herbages, chaque animal a trouvé sa place spécifique, ce qui permet à tous de coexister pacifiquement. Mais parfois, la paix est rompue. Deux girafes mâles se battent pour le pouvoir. Les os très durs de leur tête peuvent causer des blessures graves. Les combats durent parfois des heures avant qu'un vainqueur n'émerge. Un problème rencontré par tous les animaux dans ces grands espaces est l'absence de cachette. Certains se protègent au milieu de grands groupes d'animaux. Mais ils sont tous taillés pour la course. Dans ces grands espaces, quand on les surprend, leur premier réflexe est de fuir. Mais les prédateurs ont disparu depuis longtemps du cratère. Et c'est seulement leur instinct qui les pousse à courir. Cette stratégie contraste totalement avec celle du buffle, bien plus corpulent. Lui est tout en puissance. En cas d'alerte, le troupeau se met rarement à courir. Les mâles comme les femelles disposent de cornes puissantes. Les femelles s'en servent surtout pour se protéger. Les mâles les utilisent pour combattre et pour assurer leur domination dans le troupeau. Ces combats établissent la hiérarchie très stricte du groupe. Le vainqueur a le droit de se tenir au centre du troupeau. Les faibles sont les plus éloignés du centre et les plus exposés au danger. Pour ces deux vétérans, vivre seul multiplie les dangers. Les herbages
abrite de nombreux géants, dont la plus grande antilope du monde, l'éland. Leur lutte pour le pouvoir se fait généralement sans violence. Le statut dépend de particularités physiques facilement reconnaissables. L'une d'elles est la taille du fanon, cette peau qui pend sous leur cou. Les mâles adultes frottent aussi la touffe de poils qu'ils ont sur la tête dans la poussière et l'urine, la rendant compacte et nauséabonde. Cette odeur forte est associée à la force et au pouvoir. Comme beaucoup d'animaux des prairies, les élands continuent à fuir instinctivement. Ils fuient le danger. Mais contrairement aux antilopes plus petites, ils ne sont ni rapides ni endurants. Ils s'arrêtent donc rapidement et affrontent le danger, entourant leurs petits pour les protéger. Protéger sa famille est un combat quotidien pour la plupart des occupants des herbages. Le bubal roux mâle établit un territoire pour protéger ses femelles et ses petits. Leur excellente vue les aide à détecter les intrus et les prédateurs. Leurs troupeaux sont très organisés. Les femelles établissent la hiérarchie et les jeunes peuvent rester près de leur mère jusqu'à 2 ans et demi. Mais ce grand nombre de brouteurs attire un encore plus grand nombre d'insectes, tout particulièrement à la saison des pluies. Même les animaux les plus résistants en souffrent. Les zèbres les chassent entre autres à coups de queue. Mais ils ont une autre méthode ingénieuse, leur fameuse rayure. Les mouches suceuses de sang repèrent leur proie visuellement et sont attirées par les grandes zones d'une seule couleur. Les rayures brouillent leur perception et, de ce fait, les zèbres sont moins piqués. Les mouches ne sont pas les seules à sucer le sang. Les tiques pullulent. Dépourvues d'ailes, elles s'installent au bout des herbes et elles attendent qu'une proie passe à leur portée pour lui grimper dessus. Heureusement, dans un fragile équilibre de défense, les animaux des herbages sont relativement immunisés contre les maladies véhiculées par ces parasites. C'est le cas des babouins. Ces primates ont 2 atouts dans leur lutte contre les parasites: la coopération et les pousses opposables. Ces 2 éléments sont essentiels à l'épouillage, une activité qui maintient le lien social et par la même occasion permet de se débarrasser des tiques. Il y a des millions d'années, un primate un peu plus évolué est descendu des arbres et est parti à la découverte des herbages d'Afrique du Sud. Peut-être attiré par les grands espaces de chasse et de nouveaux territoires à conquérir. Les terres du cratère de Vredefort sont peuplées d'animaux fascinants, du plus petit au plus grand.
C'est un monde loin d'être uniforme. Au contraire, il est riche de multiples détails et d'exceptions incroyables. Des chenilles minuscules aux rivières puissantes. La vie s'y développe à profusion. Un moyen de ne pas oublier que chaque espèce survit dans un espace-temps qui remonte aux origines du monde.